Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric d'Alsace, je suis professeur à l'IMD à Lausanne après avoir sévi longtemps à HEC à Paris et avoir travaillé depuis longtemps sur ces sujets d'économie de fonctionnalité. Et avec François, avec toute l'équipe et avec Movinon, on a mis en place ce groupe de travail qui nous semble extrêmement intéressant, qui est de dire en fait le bébé, il est a priori le bébé de l'économie fonctionnalité, vendre un usage aux clients tout en gardant la possession des produits. Ce bébé, a priori, il est super bien né. A priori, il devait croître d'une façon extrêmement rapide parce que fondamentalement, il répond à un besoin des clients. Fondamentalement, les clients n'ont rien à faire d'acheter les produits ou les services, mais elles veulent l'usage. Acheter des pneumatiques, acheter des explosifs, acheter des lampes, ça n'avait jamais fait partie de l'objectif de l'entreprise. En revanche, de pouvoir assurer la mobilité, de pouvoir avoir des rochers qui soient broyés à la bonne taille ou pouvoir avoir des usines qui soient éclairées, ça, effectivement, ça intéresse l'entreprise. Donc, a priori, l'entreprise, elle est intéressée. Fondamentalement, c'est orienter client de développer des modèles qui sont de l'économie de fonctionnalité. Premièrement. Le bébé, il est bien né, je ne vais pas en reparler parce que Arthur l'a fait beaucoup mieux que moi, mais on a des enjeux environnementaux extraordinaires. En gros, juste quand même un chiffre, il faut passer de 55 gigatonnes de CO2 équivalent à moins de 35. Et donc, il y a intérêt à travailler. Ça fait moins 4 à 5% d'émissions de CO2 équivalent par an, tous les ans. D'accord ? Et l'économie de fonctionnalité, encore une fois, elle répond à ça, puisqu'elle aligne l'objectif économique avec l'objectif environnemental. Il est de l'intérêt de Michelin de faire en sorte que les pneus durent le plus longtemps possible, puisque les coûts sont fixes pour Michelin, et Michelin est payé par kilomètre. Et donc, plus les pneus Michelin font des kilomètres, plus Michelin a des revenus, plus les pneus durent, moins on a à refabriquer des pneumatiques et plus c'est compatible avec nos problèmes environnementaux. Et puis, il y a une troisième chose qui montre que le bébé est bien né, c'est qu'on a une digitalisation, une transformation digitale de l'entreprise qui rend en fait possible la façon dont on va récupérer les données, calculer combien de kilomètres chaque camion a effectué, calculer combien de mètres cubes ont été broyés par Orica, calculer combien d'électricité a été dépensée, etc., etc. Et donc, on a une convergence, en fait, des clients, de l'environnement, du digital, et on se dit, ces business models, ils vont croître d'une façon très, très rapide. Or, et c'était le point de départ de notre travail, c'est force est de constater que la croissance est, somme toute, relativement modeste. Ça fait des années et des années que Michelin vend des kilomètres au lieu de vendre des pneumatiques et on est sur un chiffre qui est de l'ordre de 15% du marché qui est passé à l'économie de fonctionnalité. On devrait être à 40, on devrait être à 60, on reste à 15. On croît petit à petit. Même chose pour l'éclairage comme service, même chose pour la façon dont les entreprises essayent de développer en fait de l'économie de fonctionnalité, c'est assez lent. Et donc notre groupe de travail s'est attaché à essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'économie de fonctionnalité ne se développe pas autant qu'elle devrait, autant qu'elle pourrait. Et on en est arrivé à ce rapport d'étape, qui n'est qu'une étape, et vous le verrez cet après-midi, ce n'est qu'une étape, continuons le combat, à 3 enjeux qu'il fallait essayer de mieux comprendre. 3 problèmes qui subsistent encore, et vous allez en parler pendant les réunions des groupes de travail, 3 problèmes qui subsistent encore, et qu'il faut craquer si on veut effectivement développer l'économie de fonctionnalité. Premier problème, la proposition de valeur. En gros, les entreprises clientes hésitent et la seule façon qu'on puisse proposer d'une façon avec succès l'économie de fonctionnalité, c'est proposer plus de valeur pour moins cher. Plus pour moins. Il y a une telle inertie au niveau des achats de toutes les entreprises que pour changer de pratique, pour passer
de l'achat de pesticides à un achat de vous n'aurez pas d'insectes nuisibles dans vos récoltes. Il y a une telle inertie qu'il faut apporter aux clients plus de valeur pour moins cher. Pas plus pour plus, pas plus pour le même prix, il faut que ça soit plus de valeur pour moins cher. Sinon, les clients n'achèteront pas. Alors du coup, ça pose le deuxième problème, qui est le problème, comment est-ce qu'on va, quels sont les moteurs de création de valeur financière qui vont permettre à l'entreprise qui propose l'économie de fonctionnalité d'effectivement proposer plus de valeur pour le client pour moins cher pour le client. Parce qu'il y a sans doute des directeurs financiers dans cette salle qui disent « bon, plus pour moi c'est gentil, mais comment est-ce que je fais moi après? Quel va être mon retour sur investissement ?» Les moteurs traditionnels ne suffisent pas. Quels sont les moteurs traditionnels? C'est de dire on va avoir une plus grosse part d'un plus gros gâteau. Ah oui, parce que quand on entre dans l'économie de fonctionnalité, comme on s'occupe de l'ensemble du service, on va avoir un plus gros gâteau, on va intégrer l'entreprise qui propose cette économie de fonctionnalité, elle va intégrer un ensemble de services qu'elle ne fournissait pas, donc son gâteau va augmenter. Quand Porsche propose l'accès à une voiture et non pas l'achat d'une Porsche, eh bien l'ensemble de la maintenance, l'ensemble des services autour de la voiture sont effectués par Porsche et non pas par des tierces personnes. Donc le gâteau augmente. Et puis on peut dire, ma proposition de voiture va être telle que je vais augmenter ma part de marché. Donc ça a été historiquement la croyance qu'on avait en disant les économies de fonctionnalité, on va les vendre au sein de l'entreprise en disant vous allez avoir une plus grosse part d'un plus gros marché. Ça ne suffit pas. C'est tellement compliqué à mettre en œuvre que ça ne suffit pas. Donc quels sont les moteurs de création de valeur financière? L'image que j'ai, moi, qui je trouve, ça me permet de réfléchir ensemble, c'est l'image d'un citron et se dire comment est-ce qu'on fait pour mieux presser le citron? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir plus de jus? Vous prenez un pneu par exemple, une voiture, un camion, puisque Mercedes essaie aussi de faire non pas du pneu ou du kilomètre, mais du kilomètre de camion. Imaginez que Mercedes s'occupe et développe on vous vend des kilomètres de camion. Vous n'avez jamais voulu acheter des camions. Personne ne se lève dans une entreprise un matin en disant « Tiens, mon rêve, je vais acheter des camions ». Non, on est obligé d'acheter des camions. Et donc imaginez que Mercedes se mette à acheter des camions. Comment est-ce que de ce camion, on peut le presser plus pour avoir plus de jus et pour pouvoir en donner une valeur à Mercedes et une valeur au client? C'est ça le problème. En fait, il y a trois façons de faire. La première façon de faire consiste à avoir un meilleur citron au départ. D'accord? Vous élevez un citron qui est plus gros, qui donne plus de jus, etc. Et ce que fait l'économie de fonctionnalité, c'est qu'elle remet en cause la façon dont vous avez développé votre produit, de façon à ce que le produit fasse plus de kilomètres, que ce soit un camion ou des pneus, qu'il tue mieux les insectes nuisibles si c'est ça que vous voulez faire, qui broie plus de rochers si c'est ça que vous voulez faire aussi. Donc, comment est-ce que vous refaites votre produit de façon à ce que effectivement vous arriviez à dégager plus de profit par rapport à votre produit? La deuxième chose qui me paraît plus importante, c'est comment est-ce qu'on va faire pour presser le citron? On a un citron qui est plus gros, mais après il faut le presser. Donc on peut le presser mieux de plusieurs façons différentes. D'abord en augmentant l'usage du citron, le presser pendant plus longtemps. Un exemple qui n'est pas en B2B mais qui est intéressant, c'est Run the Runway. C'est pourquoi est-ce qu'on achète des vêtements alors qu'en fait on les porte de 3 à 20 fois maximum. Pourquoi est-ce qu'on les achète? Eh bien l'idée est de dire, c'est très simple, on pourrait les louer, donc Run the Runway, vous louez vos vêtements, et du coup on crée de la valeur financière parce qu'un vêtement, il n'est pas porté 3 à 20 fois, mais il est porté 40, 60, 70 fois. Donc le même citron, il est beaucoup plus pressé. L'autre façon, c'est de mieux presser. Pas de le presser plus longtemps, mais de mieux presser le citron. Mieux presser le citron, ça veut dire, et je prendrai une pub de nos amis de chez Renault, qui mieux que Renault peut s'occuper de votre Renault? Eh bien, qui mieux que Rolls-Royce peut s'occuper des réacteurs? Personne.
Une recherche académique a montré que la fiabilité des moteurs de Rolls-Royce, quand c'est Rolls-Royce qui s'en occupe, économie de fonctionnalité, je vous vends des heures de poussée et non pas des réacteurs, eh bien, la fiabilité des réacteurs et donc le uptime, la mise à disposition des avions, ce qui est très très important pour nos amis d'Air France, elle augmente de 25 à 40% suivant le modèle statistique qu'on utilise. C'est pas rien. Donc là, on presse le citron davantage. Et puis, troisième façon de faire, qui paraît aussi très très intéressante. Donc, on a un meilleur citron, on le presse mieux, et puis on utilise aussi les autres, ce qu'on appelait avant des déchets. Après le citron, qu'est-ce qu'on peut faire de l'écorce, etc. Et en fait, ça met, quand on est sur une économie de fonctionnalité, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement rentrer dans un modèle circulaire. Parce que c'est assez simple à comprendre. Si Michelin ne se défait pas de la propriété des pneus, mais en garde la propriété tout au long de la vie, Michelin est responsable des pneus usés. Et donc, au lieu de retrouver les pneus dans toutes les campagnes de France et d'Europe, sur des tas de foin des paysans partout dans les paysages, eh bien, Michelin étant responsable des pneus, Michelin va se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne soit pas un déchet, mais que je puisse, dès le design du pneu, faire en sorte de réutiliser d'une certaine façon la matière première qui est le pneu usé. Voilà, ça, ce sont des moteurs. En fait, quand on travaille là-dessus, on a effectivement des moteurs de création de valeur financière. S'il n'y a pas de moteur de création de valeur financière, on n'y arrive pas. Donc, on se résume deux choses. Un, offrir plus aux clients pour moins cher. Deuxièmement, trouver des moteurs de création financière, mieux presser le citron et avoir une utilisation plus efficace du citron dans sa totalité. Et puis, troisièmement, et c'est ça qu'on a travaillé aussi beaucoup avec les entreprises présentes, c'est la mise en œuvre. En fait, 1 et 2, c'est assez simple. Ce qui est vraiment compliqué, c'est la mise en œuvre. Mise en œuvre à 3 niveaux. Il y a la mise en œuvre, ce que j'appelle moi le niveau rationnel. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place ces systèmes d'information. Il faut être clair qu'il y aura une learning curve, une courbe d'apprentissage, et donc il faut escompter que petit à petit, les chiffres vont s'améliorer. Ça, on y arrive assez bien. Ce qui est plus compliqué, c'est la mise en œuvre au niveau organisationnel. Première chose, il faut que les entreprises soient prêtes à envisager la concurrence au sein des modèles d'affaires. Très compliqué en fait, très simple a priori, très compliqué. Vous allez avoir à un instant T plusieurs business models qui vont aller sans doute vers les mêmes clients. Et quand il y a plusieurs business models, il y a compétition, il y a concurrence. Il y a une force de vente qui vend des pneus, l'autre qui vend des kilomètres. Il y a une force de vente qui vend des explosifs, l'autre qui vend des mètres cubes de rochers broyés. Il y a une force de vente qui vend des pesticides. Et il y a l'autre force de vente qui vend le résultat, etc., etc. Et systématiquement, il commence à y avoir un problème quand il y a plusieurs business models qui se concurrencent. Et ça, il faut savoir le gérer. C'est compliqué. Il n'y a pas les anciens contre les modernes, ce qui est un peu ce qui se passe souvent. Il y a une grande entreprise dans la gestion des eaux en France, il n'y en a plus beaucoup, qui avait développé un business model qui était fantastique. J'en ai écrit le cas, je n'ai jamais pu le publier. Il était meilleur pour le client, il était meilleur pour l'entreprise, tout allait bien, sauf que la personne qui a développé ce business model disait à tout le monde, vous n'avez rien compris, je suis l'avenir, vous allez voir ce que vous allez voir. Forcément, ces business models mettent du temps à développer et forcément, il s'est fait dézinguer, si vous me pardonnez l'expression, à la première occasion. Et j'ai jamais pu publier le cas parce que c'est du secret défense. Donc, comment faire au sein des entreprises pour que vous puissiez arriver à développer plusieurs business models qui sont quand même en concurrence? C'est un problème important. Ensuite, il y a d'autres soucis au niveau organisationnel, c'est le problème de la vallée de la mort. Ces business models d'économie de la fonctionnalité, ils vont commencer par être moins rentables parce que vous avez des coûts fixes importants à mettre en place et que petit à petit, vous allez attraper de plus en plus de clients jusqu'à remonter. La recherche académique montre que en vol régulier, ces modèles sont effectivement plus rentables en moyenne que les modèles traditionnels. Donc ça nous rassure. Ils doivent être plus rentables parce qu'ils sont plus risqués, puisque les entreprises gardent les actifs. Donc ça, on sait qu'on y arrive. Le problème, c'est la vallée de la mort.
comment arriver à faire en sorte et à mettre en place au sein de l'entreprise cette logique, cette attitude qui est de dire « ça ne marchera pas du premier coup, ça va prendre du temps, mais suivez-nous ». Suivez-nous, on va apprendre. Il y a encore une fois, la courbe d'apprentissage est très très longue. Suivez-nous, ne profitez pas du premier problème pour enlever la prise. Et ça, c'est très compliqué aussi. Au niveau organisationnel, enfin, il y en avait un troisième, mais je l'ai oublié, il reviendra. Il y en avait trois. Attendez, pardon. Je vais essayer quand même de le retrouver parce qu'il était important. C'est au niveau des KPI, des indicateurs. Je trouve que c'est très très important que les indicateurs ne soient pas forcément, au démarrage en tout cas, des indicateurs financiers. Commencez à développer des indicateurs qui soient non financiers, le nombre de clients que vous avez intéressés, le nombre de clients qui travaillent avec vous, qui apprennent avec vous, et notamment le fait de travailler avec moi, ce que j'appelle Bob. Bob, c'est un petit client qui est très en avance et avec lequel vous apprenez ces business models. Et donc, il faut savoir développer des expérimentations avec des clients de façon à petit apprendre et non pas tout de suite aller voir votre plus gros client en disant « on va apprendre ensemble » parce que là, ça va être un bain de sang inévitable. La dernière chose qu'on a trouvée ensemble, c'est l'aspect individuel des personnes qui développent ces business models-là. Il faut avoir le moral bien accroché. François dit « oh oui, oui, oui », parce que c'est compliqué. Et donc les personnes qui ont travaillé avec nous et qui sont j'en vois certains dans cette salle qui ont été les champions de ces business models, c'est des héros des temps modernes. J'en vois un là-bas. C'est vraiment des héros des temps modernes parce qu'ils se prennent plein de claques tout le temps. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher au début, ça perd de l'argent, vous avez des problèmes énormes. Maintenant, vos dealers, vos clients deviennent vos fournisseurs. Donc, vous voyez arriver de partout des factures de vos clients. Et vous dites, mais attendez, si maintenant nos clients nous facturent, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a un nombre de problèmes extraordinaires. Et il faut donc avoir des personnes qui sont là au long cours. Il faut vraiment avoir une grande ténacité dans le développement de ces business models. Et il ne faut surtout pas changer de capitaine tous les 3-4 mois en disant « bon, ça ne va pas, on en change, on en met un autre, etc. » parce que c'est quelque chose qui va être sur le long cours. Voilà. Donc, je me résume. 1. Ces business models, bien sûr que ce sont des business models d'avenir. Encore une fois, toutes les étoiles sont alignées. Les clients, l'environnement, le digital. Il existe peu de business models qui soient comme ça. Et quand, en plus, cerise sur le gâteau, c'est des business models qui permettent aux entreprises différenciées de garder leurs différences par rapport aux concurrents low cost, alors là, vous avez le grand chelem. Donc, ces business models-là vont se développer. Le seul problème, c'est que leur mise en œuvre est extrêmement longue. 3 types de problèmes, encore une fois. Premier problème, comment vous allez définir la proposition de valeur? Qu'est-ce que vous allez offrir de plus? Et comment vous allez faire pour offrir quelque chose de plus alors que le client va payer moins? Donc, deuxième problème, quel est le moteur de création de valeur financière? S'il n'y en a pas, stop. C'est pas, on va développer des relations internes avec les clients, ça ne marche pas, ça. C'est pas suffisant. Il faut que vous puissiez expliquer, si c'est nous qui mettons en œuvre les 4 vies d'un pneumatique, on peut obtenir plus X% de kilomètres par pneu, et donc on va mieux presser le pneu, on aura plus de kilomètres, on pourra donner, entre guillemets, l'équivalent de kilomètres à nos clients, et on se gardera une partie des kilomètres supplémentaires. D'accord? Donc, ensuite, essayez de comprendre quel modèle de création financière vous avez. S'il n'y en a pas, stop. Refaites un tour jusqu'à ce que vous en trouvez un. Et puis, dernier problème, le plus important, la mise en œuvre, avec tout un tas d'épreuves qu'il va falloir passer. Et c'est là où on a besoin de vous. C'est là où on a besoin des entreprises qui ont commencé à réfléchir tous ensemble, parce que toutes les entreprises ont résolu une partie du puzzle, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont trouvé la solution. Et donc, vous verrez à la fin, ce qu'on va vous proposer, c'est de dire, venez nous rejoindre, venez rejoindre cette communauté collaborative qui est de dire comment est-ce qu'ensemble, on peut chacun, alors les personnes s'auto-interviewent, les participants,
C'est très très collaboratif. C'est chacun va devenir un informant, une personne qui va expliquer ce qu'elle sait de son expérience et ensuite va participer directement à essayer de comprendre les autres business models de façon à collectivement, et c'est ça l'esprit de Moviedone, collectivement arriver à trouver la solution. Voilà, merci beaucoup. Merci.